Donc, je répète, donc, la dernière fois, donc, on avait commencé donc, les architectures microservices donc, avec les concepts de base. Il y avait une activité pratique à la fin donc, sur laquelle il fallait travailler qui montrait comment développer un microservice dans lequel on respecte les bonnes pratiques. Bien sûr, donc, j'espère que vous avez essayé de travailler un peu. Donc, de toute façon, je vous laisserai le temps de travailler ça. Alors aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à la mise en œuvre ou bien le développement d'une architecture microservice dans laquelle on va essayer de créer plusieurs microservices et puis on va voir comment mettre en place la gateway, comment mettre en place le discovery service qu'on a expliqué et également le service de configuration par la suite. Donc, je rappelle le principe de fonctionnement, c'est que toutes les requêtes HTTP, généralement, du client, vont passer via d'abord la gateway. Bon, la gateway, généralement, à partir de la requête, il connaît souvent, à partir de l'URL, on connaît le nom du microservice. Et à partir du nom du microservice, il va contacter Discovery Service, il va lui donner le nom, il récupère l'adresse, et puis il va faire ce qu'on appelle un forward. Il va envoyer la requête vers le microservice qui va retourner un résultat. Et ce résultat va être fourni au client. Et on reprend. À chaque fois qu'il y a une requête, la gateway contacte Discovery. Alors généralement pour un microservice, s'il y a plusieurs instances, par exemple ici il y a deux instances de inventory service. Alors s'il y a plusieurs instances, ben, la gateway il va faire l'équilibrage de charge. C'est-à-dire une fois il va appeler cette instance par exemple, la prochaine fois il va appeler une autre instance. Donc il va, on va dire, répartir la charge sur l'ensemble des instances. Alors pour mettre en œuvre cette architecture, on va travailler sur un exemple d'application dans lequel je vais montrer comment créer, d'abord on va créer 3 microservices de base fonctionnels. Il y a Customer Service qui est un service qui permet de gérer les clients. Inventory Service qui est un service qui permet de gérer les produits. Et après Billing Service, un microservice dans lequel on va gérer la facturation. Donc je suppose qu'on est dans le cadre d'une application de e-commerce dans laquelle on va découper l'application en plusieurs microservices. Et puis donc je vais vous montrer comment mettre en place la gateway en faisant la configuration statique, c'est-à-dire on va essayer donc de créer un système de routage vers les microservices sans utiliser Discovery. Et par la suite, donc, on va voir comment configurer la gateway de manière dynamique en utilisant Discovery Service. Donc ça c'est l'objectif. Et on laissera peut-être la partie configuration pour une prochaine fois. Alors pour cela, donc, je vais directement passer à la pratique. Donc au fur et à mesure, je vais implémenter et je vous explique les concepts de base. Et ça serait l'occasion également de rappeler des choses que vous connaissez, des choses que vous ne connaissez pas. En tout cas, donc c'est toujours remonter un peu les prérequis, ça fait toujours du bien. Alors pour travailler ça, donc, je vais revenir sur IntelliJ comme IDE. Je crée le projet. Donc je vais l'appeler donc ecom. Donc ça c'est un projet Maven, ecom app BDCC. Alors IIBDCC. IIBDCC app. Donc c'est un projet Java. Donc je vais utiliser Java 21. Donc ici, donc c'est Java 21, c'est un projet Maven. Et puis donc je garde le même groupe ID habituel. Je crée le projet. Il ne faut pas démarrer avec les erreurs parce que c'est pas normal. Alors ça c'est un projet Maven normal, simple. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est à l'intérieur de ce projet-là, je vais créer les microservices. Donc pour cela, je clique avec le bouton droit et je peux ajouter des modules. Alors quel module? Donc pour moi c'est un projet Spring cette fois-ci, Spring Initializer. Donc je vais créer d'abord deux microservices, Customer Service, Inventory Service, et après on ira tout doucement. Donc Customer Service. Alors c'est un projet Maven. Donc le groupe ID je garde toujours le même. Et donc je vais utiliser Java 21. Java 21. Next. Alors pour les dépendances, donc j'aurai besoin de Spring Web. J'aurai besoin de Spring Data GPA parce qu'il y a une base de données. Je vais utiliser une base de données H2 Database.
pour le moment. J'ai besoin de créer un web service assez rapidement. Donc, on a dit que la façon la plus simple, c'est d'utiliser REST Repositories. Donc, ça vous permet donc de créer rapidement un web service RESTful en utilisant Spring Data REST. Et puis, il y a Lombok, on aura besoin. Donc, ça, on va dire, c'est les dépendances classiques. Alors maintenant, c'est parce que je suis dans une architecture microservice, j'ai besoin. Il y a 3 dépendances dont vous aurez besoin dans les microservices. D'abord, la première, c'est Discovery, Eureka Discovery Client. Alors, pourquoi Eureka Discovery Client? Parce que je sais qu'à chaque fois qu'il y a un microservice qui démarre, il a besoin de s'enregistrer. Vous voyez donc ici, le microservice a besoin d'enregistrer son nom et son adresse. Donc, si vous voulez permettre à un microservice de s'enregistrer facilement au démarrage, donc tout simplement, on aura besoin de cette dépendance Eureka Discovery Client pour le moment. Donc, j'en ai besoin. On aura besoin également d'un client pour le service de configuration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le microservice a besoin, au démarrage, de contacter le service de configuration pour chercher sa config. Alors, si vous voulez qu'un microservice puisse contacter le service de configuration, donc vous aurez besoin de ce qu'on appelle config client. Spring Cloud config client. Config client. Et puis, nous aurons besoin de Actuator. En fait, Actuator, c'est une dépendance qui va permettre de faire le monitoring. Alors, le monitoring, c'est-à-dire qu'une fois qu'un microservice est démarré, Actuator, il démarre des web services RESTful, ce qui me permet, à travers des requêtes HTTP, de consulter l'état du microservice. Par exemple, je peux savoir est-ce qu'il est en up ou bien down. Je peux savoir combien de threads qui sont chargés en mémoire. Je peux consulter l'état de fonctionnement d'un microservice. Bon, ça, c'est très utile. Donc, vous voyez, donc, il y a trois dépendances techniques que vous aurez besoin souvent. C'est ça, Eureka Discovery Client, Config Client, et après Actuator. Parce que tout ça, c'est des éléments très utiles pour notre architecture. Alors, je pense que je n'ai rien oublié. Je crée le projet. Spring Data GPA, Lombok. Oui. Je crée le service. Donc, j'ai un premier microservice qui est créé. Elle est là. Alors, bien sûr, il faut attendre toujours que les dépendances soient chargées. Donc, et parfois, il se peut que IntelliJ n'arrive pas. Vous voyez donc, si vous voyez par exemple ça, ça arrive de temps en temps. Il se peut que IntelliJ n'arrive pas à reconnaître ce projet-là en tant que projet Maven. La solution, comme le cas ici par exemple, vous allez vers Maven. Vous avez votre projet Ecom que vous avez créé. Et après, vous pouvez ajouter des modules. Par exemple, ici, je vais ajouter le module. Et le module que j'ai créé, c'est Customer Service. Vous l'ajoutez. Normalement, il le détecte, il l'ajoute automatiquement. Mais s'il n'arrive pas, vous voyez, donc s'il ne le fait pas automatiquement, il va falloir l'ajouter vous-même. Donc, c'est-à-dire, techniquement parlant, vous avez un projet qui contient des modules. Donc, je devrais retrouver les modules à ce niveau-là. Voilà. Alors d'ailleurs, vous voyez maintenant, c'est-à-dire maintenant, il a reconnu en tant que projet Maven. Ça, c'est des petits, parfois, problèmes qui peuvent arriver. Mais en tout cas, alors j'ai ici une application Spring. Alors, je veux créer un microservice qui permet de gérer des produits. Donc, je vais créer d'abord des packages. Alors, quels sont les packages que j'ai besoin? Donc, j'ai besoin de créer les entités, les entités GPA, dans lesquelles je vais créer la classe Customer. Alors pour moi, donc un customer, on va faire quelque chose de plus simple. On suppose qu'un customer est défini par son ID de type long, par son nom et par son email. Et puis donc, pour que ce soit une entité GPA, donc je rappelle, il faut utiliser la notation entity, c'est-à-dire il correspond à une table au niveau de la base de données. Vous aurez besoin de la notation GPA ID. Generated value si vous souhaitez que la valeur de ID soit générée automatiquement.
je vais utiliser la stratégie identité, ça veut dire à chaque fois il va incrémenter de 1. Et puis il me faut les getters et setters, les constructeurs, donc ça c'est Lombok. Donc je vais utiliser noArg constructor, c'est pour créer un constructeur sans paramètres. AllArg constructor pour un constructeur avec tous les paramètres. J'ai besoin d'utiliser les getters, la notation getters, setter. J'ai besoin également d'utiliser le builder, c'est très utile pour créer l'objet. Donc en principe, ça c'est Lombok. Et ces annotations-là, c'est du GPA. Alors, une fois que vous créez l'annotation, plutôt l'entité, ben, on va utiliser Spring Data. Donc, on va créer un package que je vais appeler repository, dans lequel je vais créer une interface que je vais appeler Customer Repository. Alors, donc, pour utiliser Spring Data, il suffit d'hériter d'une interface qui s'appelle GPA Repository. J'ai expliqué la dernière fois ça. Et l'entité qu'on veut gérer, c'est Customer. Et le ID, il est de type long. Donc, ça y est, on a toutes les méthodes CRUD qui permettent de gérer les customers. Et si vous voulez démarrer un web service, le moyen le plus simple, c'est d'utiliser Repository REST Resource. Donc l'annotation, je rappelle que l'annotation repository REST Resource est une annotation qui est fournie par Spring Data REST. Et il permet de demander à Spring de démarrer automatiquement un web service RESTful qui permet d'accéder à toutes les méthodes qui se trouvent dans cette interface. Donc on peut dire, ça y est, on a travaillé le microservice. Il suffit donc au démarrage, je veux insérer quelques données dans la base de données. Alors pour cela, le moyen le plus simple, si vous voulez exécuter un traitement au démarrage, c'est de créer un bin au démarrage de type command line runner. Et dans lequel on va injecter Customer Repository. Et ici, on va directement ajouter des customers dans la base de données. Alors, ici, Customer Repository. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement faire appel à Customer Repository.save. Je vais enregistrer des customers. Alors, je peux utiliser New Customer avec un constructeur avec paramètres, comme je peux utiliser Customer Builder. Donc, ça, c'est plus pratique. Et quand vous mettez build, après, vous pouvez spécifier les attributs, c'est-à-dire name. Par exemple, j'ai un customer Mohamed et j'ai email. Par exemple, med@gmail.com. Ça, c'est le premier customer. Je vais créer un deuxième, un troisième. Un deuxième, un troisième. Ici, c'est Iman. Yassine. Et puis donc au démarrage, je voudrais afficher, voir est-ce que les données sont plutôt dans la base de données. Pour cela, je fais appel à la méthode findAll. C'est-à-dire, je vais chercher tous les customers et après je fais for each. Pour chaque customer, je vais afficher les informations sur le customer. Bah, je mets quelques signes comme ça. Et je vais afficher les informations sur le customer, c'est-à-dire c.getID par exemple, pour voir. J'affiche également c.getName. Et j'affiche également c.getEmail. Alors, maintenant, il reste la configuration. Alors, pour la configuration, j'ai besoin d'aller vers le fichier Application Properties. Donc, vous voyez donc déjà, il nous faut le nom du microservice. Donc, c'est par défaut, vous avez Customer Service comme nom. Et puis, spécifier le numéro de port. Je vais utiliser le port 8081. Et puis, donc, j'ai besoin de configurer la base de données. Donc, Spring Data Source URL. Alors, comme j'utilise une base de données de type H2, donc je dois écrire JDBC H2 mem, Memory Database. Et la base de données, je vais l'appeler CustomerDB. CustomersDB. Et après, je vais activer la console de H2. Spring H2 console enabled
vous mettez true parce qu'on a besoin d'une interface qui permet de consulter en fait la base de données H2. Et normalement, c'est ce qu'on fait d'habitude de manière classique. Alors, sauf que maintenant, pour le moment, je n'ai pas encore démarré. Donc, je n'ai pas encore démarré Discovery Service. Donc, ça veut dire que je dois désactiver cette opération. Je dois demander à Customer Service, ce n'est pas la peine de chercher à t'enregistrer au démarrage parce que le service n'est pas encore créé. Alors, pour faire ça, ben, vous allez utiliser la propriété Spring Cloud Discovery Enabled, vous mettez false. Alors false, Spring Cloud Discovery, c'est-à-dire vous êtes en train de demander au microservice au démarrage, ce n'est pas la peine de chercher à te connecter vers Discovery parce que de toute façon ça n'existe pas. Parce que si vous ne faites pas ça au démarrage, il va vous afficher une erreur, il vous dit Discovery Service n'existe pas. Parce qu'il a besoin d'enregistrer son nom et son adresse. Dès le premier. Le deuxième, c'est la même chose. C'est que si vous faites rien... Oui. Oui. Vous pouvez répéter cette dernière partie, s'il vous plaît? Alors, donc, qu'est-ce que je viens de dire? Donc, en principe, nous avons une dépendance, c'est Eureka Discovery Client, qui devrait normalement permettre à Customer Service au démarrage de chercher à se connecter vers Discovery pour enregistrer son nom et son adresse. Donc, c'est-à-dire, il y a cette opération register qu'il va faire automatiquement. Alors, pour le moment, on n'a pas encore démarré ça. On va le faire tout à l'heure. C'est pour cela que je vais demander au microservice de désactiver cette opération. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de chercher à t'enregistrer au démarrage parce que Discovery Service n'est pas encore démarré. Et pour faire cette opération-là, donc, on va utiliser la propriété Spring Cloud, c'est pas config, Spring Cloud Discovery Enabled égale à false. Donc, je vais désactiver cette opération-là. La même chose pour le service de configuration. Parce que par défaut, le service Customer Service va chercher à se connecter vers Config Service pour chercher sa config. Or, on n'a pas encore créé le service de configuration, on va le désactiver. Et pour le désactiver, donc, on va utiliser encore Spring Cloud Config Enabled. On va mettre égal à quoi? Égal à false. C'est comme si vous avez ajouté pour le moment deux dépendances, mais que vous avez désactivé. C'est ces deux dépendances-là. La première, c'est config, et la deuxième, c'est voilà, c'est Eureka Discovery Client. Bon, vous les avez normalement, il y a une configuration par défaut, mais maintenant vous les désactivez sans désactiver ça dans les dépendances. Donc voilà, donc ça c'est les propriétés de base. Je vais démarrer l'application. Et on va essayer donc de voir le service, s'il est bien démarré. Alors, a priori, donc, il n'y a pas de problème. Si, non, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, donc, au démarrage, il affiche on va dire, les customers qui sont ajoutés dans la base de données. Si vous voulez voir la base de données avec H2, vous pouvez utiliser localhost 8081 /H2 console. H2 console. Alors, localhost 8081 /H2 console. Voilà. Alors, la base de données, comment il s'appelle la base de données? Ça s'appelle Customers DB. Customers DB. On va se connecter. Ben, on voit bien que dans notre base de données, il y a la table Customers et que les Customers sont bien enregistrés dans la base de données. Donc, vous voyez, donc l'essentiel, c'est qu'en 5 minutes, 10 minutes, j'ai un microservice. Alors, je veux consulter, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux faire avec Spring Data REST 8081 /customers. Vous voyez donc, vous avez la liste des customers. Vous voulez un customer sachant son ID, vous mettez /1. Vous voyez donc le customer. Et vous pouvez faire un post, vous pouvez faire un put, un delete, toutes les opérations, ils sont déjà, Spring Data REST, il nous met en place un web service rapidement qui permet donc d'accéder à ce microservice. Alors, vous allez remarquer une chose, c'est que
Il y a un petit détail sur Spring Data REST, je vais m'y arrêter. C'est que par défaut, Spring Data REST, quand il fait la sérialisation des entités, il ignore le ID. Vous voyez donc ici, je vois le name, le email, mais je ne vois pas le ID. Donc par défaut. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on suppose que le ID, parfois c'est un identifiant technique, on n'a pas besoin forcément de le voir. Mais si vous voulez l'inclure, voilà ce que vous allez faire. Si vous voulez inclure le ID en fait, dans la sérialisation, ce que vous pouvez faire, c'est de créer une classe de configuration. Vous configurez. Vous créez une classe, je vais la mettre dans le package config, que je vais appeler REST data, plutôt REST repository. REST repository config. Bon, je l'appelle comme je veux. Alors, il suffit d'implémenter une interface qui s'appelle quoi? Qui s'appelle repository, la même chose, je pense. Repository REST repository REST voilà, configurer, comme ça. C'est une interface. Et vous allez redéfinir une méthode qui s'appelle config. Donc, vous redéfinissez cette méthode-là. Vous utilisez la notation configuration. Et après, vous changez ici. Et vous avez un objet config qui vous permet de personnaliser la configuration de Spring Data REST. Par exemple, vous allez utiliser expose for IDs for. Je voudrais exposer les ID pour quelle classe? La classe customer. Alors, c'est une façon de dire à Spring Data REST, quand tu vas sérialiser le customer au format JSON, je t'autorise d'exposer, c'est-à-dire de sérialiser également le ID. Si vous faites ça, je redémarre. En principe, si vous consultez maintenant le customer, vous allez voir, cette fois-ci, vous l'avez remarqué, il y a le ID. Donc ça, si vous voulez le faire, mais généralement, vous n'avez pas besoin. Un autre point qui est très important pour Spring Data REST, c'est ce qu'on appelle les projections. Il faut comprendre cette notion de projection. Alors parfois, il se trouve que, parce que là maintenant, le problème, c'est que vous avez un web service que vous n'avez pas créé. C'est-à-dire, c'est Spring Data REST qui vous impose de la config, n'est-ce pas? Et parfois, vous avez besoin quand même c'est-à-dire de maîtriser ce que vous voulez. Par exemple, supposons, je veux pas le ID, je veux juste, retourner que email et le nom et quelques attributs. Ben, je crée ce qu'on appelle une projection. Alors, pour créer une projection, il faut aller vers le même package où se trouve l'entité. Vous créez une interface que vous allez appeler Customer Projection. Alors, cette interface-là doit utiliser la notation projection. Name, vous lui donnez un nom, par exemple all. Je l'appelle all attributes, supposons que je veux tous les attributs. Et il s'applique pour quel type? Il s'applique pour la classe customer. Customer.class. Et dans cette interface, vous créez des méthodes des getters. Il faut respecter la syntaxe. Par exemple, ici, je veux string getName. GetName. String getEmail. Alors, vous avez créé une projection qui s'appelle all. Regardez, si vous exécutez, alors si vous faites appel /customer comme ça, ben, il vous donne les attributs par défaut. Mais si vous lui demandez point d'interrogation, projection égale à all, vous voyez ici, donc vous avez que, c'est-à-dire il vous a généré le rendu en fonction de ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux dans la projection? Il n'y a que name et email. Alors, les projections, je peux créer une autre projection, par exemple, dans laquelle je veux récupérer que email, par exemple. C'est des choses qui peuvent être utiles. Je vais créer une autre interface. Je vais copier-coller. Projection, customer projection, par exemple,
Projection 2, je lui donne un nom. Projection email, par exemple. Je l'appelle comme ça. Et bien, je l'appelle, par exemple, la projection, je l'appelle email. Ici, je vais garder que get email. Alors, si je redémarre, dans l'application, je peux faire ça. Je peux, par exemple, faire /customer tout court. Bon, ça, il vous donne les choses par défaut. Si vous mettez point d'interrogation all, vous voyez donc ici, vous avez name et email. Mais si vous mettez à la place de all, vous mettez email, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne que email. C'est-à-dire quoi? Si vous avez presque quelque chose qui se rapproche de GraphQL, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du GraphQL. La notion de projection, ça permet au client final de préciser, je veux customer, mais je veux que les customers en respectant cette projection. Il dit que donc on peut définir plusieurs projections. Ça, c'est quelque chose qui existe dans Spring Data REST. C'est clair? Alors maintenant, je vais passer au deuxième microservice, Inventory Service, pour reprendre à peu près le même travail. Donc vous allez reprendre la même chose. Alors, c'est ce que je vais faire dans le projet. Oui? Une petite question, s'il vous plaît. Oui. Par rapport à l'adresse de cette microservice, c'est configuré à quel niveau? Alors, ça, c'est les conventions. Alors, avec Spring Data REST utilise les conventions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez utilisé repository REST resource pour une entité qui s'appelle customer. Donc, automatiquement, si vous voulez la liste des customers, ça, c'est les conventions. Il faut taper http localhost, c'est-à-dire l'adresse, le port de l'application, / et là, la classe s'appelle customer, il faut écrire customers. Pluriel, minuscule. OK? Alors, si vous voulez customer /id, vous mettez /id. Donc, ça, c'est des normes. Après, si vous voulez si vous envoyez une requête avec get, donc c'est comme ça. Si vous voulez faire un post, vous utilisez post vers customers. Si vous voulez supprimer, vous faites un delete vers /id, c'est-à-dire vous spécifiez l'identifiant que vous voulez supprimer. Bref, donc ça, c'est les conventions. Mais après, si vous voulez personnaliser la configuration, vous pouvez peut-être accéder à spécifier le nom du contexte de Spring Data REST. Dans le fichier Application Properties, vous pouvez ajouter quelque chose comme Spring Data REST. Oui. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, Spring Data REST vise pas. C'est la question. Vous pouvez ajouter par exemple, ici vous l'appelez API par exemple. Dans ce cas-là, donc tout ce qui est Spring Data REST, il faut toujours écrire /API/. Alors si vous faites ça, vous pouvez, oui. Donc vous pouvez parfois faire la différence entre Spring Data REST et le reste. C'est très utile. Alors maintenant, si je fais ça, il faut que j'écrive API/customers. Et donc ça marche. /customers/projection. Projection égale à 1. Égale à 1. All. Vous voyez? C'est clair? Donc ça, c'est le service. Je vais créer un autre microservice de la même manière parce que d'ailleurs, bon, ce qui nous intéresse après, c'est d'aller vers l'ensemble. Donc je vais ajouter un nouveau module dans le même projet. C'est un projet Spring que je vais appeler Inventory Service. Encore, c'est un projet Maven. Java 21. Next. Je vais chercher les mêmes dépendances, sans rien oublier. Donc, c'est une danse qui va se répéter. Alors, il y a Spring Web, n'est-ce pas? Spring Data GPA. H2 Database. REST Repositories. Spring Data REST. Lombok.
Donc ça, c'est les classiques. Et après, il vous faut 3, à savoir Eureka Discovery Client, Config Client, Spring Cloud Config Client, et puis Actuator. Bon, ça c'est des dépendances. Je fais la même chose, je crée le projet. Alors, il faut que je vois ici, donc, qu'est-ce qu'il est. Donc, là, il n'y a pas de problème. Donc, je vois que, quand vous le voyez en principe comme ça, c'est-à-dire, non, mais c'est bon. C'est bon. Donc, vous allez voir, d'ailleurs, il faut toujours regarder ici sur Maven, est-ce que s'il y a un module qui est détecté, il est là. Si jamais vous voyez qu'il n'a pas détecté, etc., donc, vous allez sur cette fenêtre, vous l'ajoutez manuellement. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, donc, je vais refaire le même travail. Donc, je vais créer un package entities dans lequel je crée la classe product. Cette fois-ci, je vais gérer des produits. Alors, je suppose qu'un produit, il a un ID de type string. Il a un nom. Il a un prix. Et une quantité. Alors, il me faut la notation entity pour GPA. Il me faut la notation ID. Donc ici, pas de générité de value parce que c'est un string. Et puis, il me faut les annotations de Lombok, c'est-à-dire un constructeur sans argument, un constructeur avec argument, les getters, les setters, builder, le partage. Je vais créer l'interface repository, donc je vais créer un package repository, dans lequel je vais créer l'interface product repository. Extend GPA repository. L'entité qu'on va gérer, c'est product. Le ID, il est de type string. Et puis, donc, pour le web service, on va utiliser repository rest resource. Et puis, donc, ça va, mademoiselle? Alors, donc, ici, donc, au démarrage, je vais créer quelques produits dans la base de données. Donc, je crée l'objet command line runner. Et puis, donc, je vais injecter product repository. Alors, product repository.save. Alors, je vais utiliser le builder, product, builder, build. Et je vais donner les attributs que je veux ici. Alors, d'abord, le ID n'est pas auto-increment, donc je dois l'affecter manuellement. Je vais utiliser UUID.random, UUID.toString. C'est un ID aléatoire unique. Name, par exemple, computer. Price. Et quantité. Alors ça c'est pour le premier produit. Je crée un deuxième et un troisième. Alors ici printer, comme d'habitude. Et j'ai ici smartphone. Voilà. Donc au démarrage, si je veux afficher les informations, donc je vais utiliser product repository find all for each, pour chaque produit P. Je vais afficher p.toString. Alors toString, vous pouvez la générer en utilisant la notation toString, ça c'est toujours Lombok.
Alors pour la configuration, je vais reprendre la même config du service, customer. Je vais faire copier-coller. Je reviens ici au fichier Application Properties. Je vais changer, donc ça c'est Inventory Service. Ça c'est le port 8082. La base de données, je vais l'appeler ProductsDB. Ça c'est la même chose, ça c'est la même chose, et ça c'est la même chose. Ici, je veux configurer donc le Spring Data REST. Je prends le même package config que j'ai créé tout à l'heure, dans lequel j'ai exposé les ID. Je vais faire copier ce package-là et je le copie ici. Alors, sauf que ici, donc, ce n'est pas customer ici. Là, on va exposer le ID pour product. Donc, je disais donc ça, c'est pas obligatoire, mais ça peut être utile. Il faut savoir, c'est l'occasion de comprendre un peu globalement comment ça se passe. Alors, je démarre le service. Donc, j'ai un deuxième microservice qui est démarré, alors qui utilise le port 8082. Alors ici, donc, vous voyez, donc, je vois bien que j'affiche. Ça, c'est la méthode toString, il n'y a pas de problème. J'ai bien dans la base de données. Donc maintenant, si je vais vers localhost 8082 /API /products, vous voyez donc ça marche, il n'y a pas de problème. Product /ID. Alors ID ici, donc les ID sont de type string. Ça tient. Voilà, c'est bon. Alors, donc, vous consultez la base de données, donc il n'y a pas de problème. Je n'ai pas parlé de Actuator parce que j'ai Actuator, mais on ne l'a pas. Si vous mettez 8082 /Actuator, vous voyez donc il vous donne une configuration par défaut. Par défaut, ce qui est activé, c'est health. Si vous mettez /Actuator /health, vous voyez donc ici, vous avez app. App, ça veut dire qu'il vous indique que le service il est démarré, il est en bonne santé. Généralement, si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais parlé de... à un moment donné, j'ai dit que Kubernetes, c'est lui qui va surveiller la santé des conteneurs, n'est-ce pas? C'est lui qui doit savoir est-ce qu'un conteneur fonctionne ou pas. Mais comment? Eh bien, Kubernetes, qu'est-ce qu'il fait? Pour chaque délai de temps, il envoie une requête vers /Actuator /health. S'il reçoit app, ça veut dire que le service il est en bonne. Donc, vous voyez, donc, ça c'est un exemple. Mais si vous voulez activer, en fait les autres endpoints de Actuator, il y a une propriété que vous allez ajouter dans votre projet ici. C'est Spring Management. Attendez. Alors, Spring. Là, c'est pas Spring Management directement. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, donc, d'ailleurs, vous voyez la valeur par défaut. Vous voyez, donc la valeur par défaut, c'est health. C'est-à-dire, le seul endpoint qui est exposé, c'est health. Si vous mettez étoile, c'est comme si vous demandez à Actuator, je veux exposer tous les endpoints. Alors, si vous redémarrez. Alors, maintenant, il faut faire attention parce que vous avez deux services. Vous avez Inventory, vous avez Customer. Si vous voulez redémarrer, il faut bien spécifier celui que vous allez redémarrer. Et après, vous pouvez inclure ça dans les services. Directement ici, il y a un moyen de... Alors, si vous faites ça, si vous faites Actuator maintenant, vous allez voir, regardez. Vous avez pas mal de endpoints. Alors, si vous mettez par exemple je sais pas, beans. /beans. Vous voyez, donc, Actuator, il est en train de vous afficher tous les classes, tous les objets qui sont chargés en mémoire. Vous imaginez, vous avez écrit peu de code, mais en réalité, votre microservice, il utilise beaucoup de beans techniques, n'est-ce pas? Tout ça, c'est Spring. C'est Spring qui démarre ces beans-là au démarrage.
À vrai dire, vous n'avez pas besoin, mais si besoin, vous pouvez y accéder comme ça. Alors, vous avez également d'autres possibles, par exemple, pour tout ce qui est la mémoire, le cache. Vous voulez voir la capacité du disque, etc., les infos, les conditions, les variables d'environnement. Vous voyez donc ici les variables d'environnement. User country, bon, il y a des valeurs qui sont masquées, qui ne sont pas autorisées ici. Vous avez les loggers thread dump par exemple. Donc c'est très utile, ça vous donne le nombre de threads qui sont chargés en mémoire et qui sont actifs, etc. etc. Bref, alors ça c'est Actuator. Donc ici pour le moment, on ne va pas l'exploiter, elle est là, mais généralement dans les architectures microservices, vous aurez toujours besoin de Actuator dans les microservices. Parce que c'est avec Actuator qu'on peut automatiser parfois la configuration. Par exemple, quand la configuration change, comment le service de configuration va indiquer au microservice comme quoi la configuration a changé? Eh bien, il appelle toujours quelque chose qui s'appelle refresh. Refresh, on devrait... Oui, il est là. Donc, vous voyez donc refresh, d'ailleurs, il faut envoyer ça avec une méthode post, c'est pas get. Refresh, c'est une manière de demander au microservice, rafraîchis-toi. Rafraîchis-toi, ça veut dire quoi? Ben, quand le microservice reçoit ça, qu'est-ce qu'il fait refresh? Automatiquement, il va contacter le service de configuration pour chercher sa nouvelle config pour se reconfigurer. Donc, ce qui fait que Actuator, il est là, on ne va pas l'exploiter, mais il est très utile, donc on va le garder. Donc, vous avez donc les produits, jusque-là, donc vous avez les customers. Ici, donc, il faut faire attention parce que le ID change à chaque fois. Donc les ID, c'est-à-dire parce que c'est automatique, donc ils sont générés automatiquement. Donc ici, on va faire quelque chose comme ça. Bref, donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer, nous avons démarré 2 microservices. Donc nous avons démarré Customer Service, il est là. C'est quel port? 80-81. Nous avons démarré Inventory Service, c'est le port 80-82. Maintenant, je vais créer la gateway. Parce que normalement, le client, vous voyez donc ce qu'on est en train de faire là. Quand je lance le navigateur, qu'est-ce que je fais? J'envoie directement la requête vers le microservice, n'est-ce pas? Mais généralement, les clients ne connaissent pas les microservices. Ils vont interagir avec la gateway. Alors, donc, comment contacter les microservices via la gateway? C'est ce qu'on va faire. Alors, pour faire ce travail-là, donc nous allons créer un service, une gateway, comme ça. Ben, on aura besoin de créer un autre module, un autre projet Spring, si vous voulez. Donc, ajouter un module que je vais appeler Gateway Service. Gateway Service. Alors, Java 21, Gateway Service, c'est un projet Maven. Next. Et bien, vous aurez besoin des dépendances suivantes. Gateway. Alors, Gateway, c'est Spring Cloud Gateway. Donc, la Gateway, elle est déjà là. Et vous aurez besoin de Actuator, c'est toujours utile. Et vous aurez besoin de Discovery Service, c'est toujours utile. Comment c'est déjà? Eureka. Eureka. Discovery Client. Si vous voulez, parfois même la gateway, il a besoin d'être configurée via le service de configuration. Si vous voulez que la gateway elle-même cherche sa config, ben vous aurez besoin d'ajouter config client. Créer. La gateway, il marche bien, donc pas de problème. On a créé. Alors maintenant, on va juste désactiver des choses. Déjà, nous avons maintenant ici la gateway. Voilà. Alors la gateway, nous avons un fichier application.properties dans lequel gateway, je l'ai mal écrit. Bon, c'est pas le name, je vais le changer. Alors ici, donc, bon, je vais pas changer ça.
Sinon, si jamais vous voulez changer, vous faites refactor rename. Si vous voulez changer. Ok. Alors, donc, gateway service, donc ça, le port. Je vais utiliser le port 8888. Supposons que c'est la gateway, utilise le port 88. Je vais désactiver Spring Cloud Discovery Enabled False. Pour le moment, ce n'est pas encore créé. Et je vais désactiver également Spring Cloud Client Config. Spring Cloud Config Enabled. C'est pas Discovery. Spring Config. Alors, Spring. Pourquoi je ne l'ai pas? C'est quoi? C'est Spring Cloud Config Enabled normalement. Il est déjà? Ah, c'est déjà config. Ah, d'accord, je me suis trompé. Donc, c'est Spring Cloud Discovery. Discovery Enabled False, oui. Donc là, je les désactive pour le moment, ils ne sont pas encore démarrés. Et ça y est. Alors maintenant, comment configurer la gateway? La gateway, on peut la configurer soit de manière statique ou bien de manière dynamique. Alors, je reviens d'abord sur les concepts de base. Alors en fait, une gateway... Alors c'est quoi le rôle de la gateway? Le rôle de la gateway, c'est qu'il reçoit les requêtes HTTP. Alors chaque requête, il doit acheminer la requête vers le bon microservice. Par exemple, la requête 1, il va l'envoyer vers ce microservice. La requête R2, il va l'envoyer vers ce microservice. Ça dépend du type de la requête. Donc nous avons besoin de configurer ce qu'on appelle le système de routage. Et pour le configurer, il faut savoir que dans la Spring Cloud Gateway, chaque route est définie par 3 caractéristiques fondamentales. Il y a l'IURI. En fait, l'IURI, c'est l'adresse destination. C'est l'adresse du microservice. La deuxième caractéristique, c'est ce qu'on appelle les prédicats. Alors, c'est quoi les prédicats? Les prédicats, c'est l'ensemble des conditions qui doivent être satisfaites au niveau de la requête HTTP pour décider d'envoyer la requête vers cette destination. Et donc, il ne faut pas oublier une chose. Une requête HTTP, qu'est-ce qu'il contient? Il contient beaucoup d'informations. Une requête HTTP, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver d'abord la méthode, washGet, la post ou la post delete. Vous trouverez le host. Le host, c'est le nom de domaine utilisé. Vous trouverez le path, l'URL, path. Et vous trouverez les headers. Il y a les cookies. Il y a pas mal d'informations dans le... Eh bien, qu'est-ce qu'il fait Spring Cloud Gateway? Il vous donne un ensemble de prédicats que vous pouvez utiliser pour faire on va dire des tests pour savoir quand est-ce que je vais envoyer la requête vers Customer Service et quand est-ce que je vais l'envoyer vers Inventory Service. Alors, si vous voulez le faire manuellement, vous avez les prédicats. Il y a path. Path, par exemple, il permet de tester, de dire par exemple, si le path contient /customer/ étoile, envoie-moi la requête vers cette adresse. S'il contient /product/ étoile, envoie vers cette adresse. Quoi d'autre? Il y a le host, c'est le nom de domaine. Si le nom de domaine égale inset.ema, on va vers cette adresse, etc. Si la méthode est get ou bien post, je peux router les requêtes en fonction des... Supposons la gateway, vous voulez séparer la partie lecture et la partie écriture. Tout ce qui est la partie lecture, get, il les envoie vers une destination. Et tout ce qui est post, put, delete, il l'envoie vers une autre destination. Donc, je peux utiliser la méthode. Les dates. Vous avez after, before, between. C'est-à-dire, si la requête arrive après cette date, on voit la vers cette adresse. Avant cette date, on voit la vers cette adresse. Entre cette date et cette date, on voit la vers cette adresse. Donc, une gateway peut également router en fonction de la date. Il y a des cas comme ça. C'est-à-dire, dans la réalité, on va dire, par exemple, minuit, la gateway... Et il va router les requêtes vers un service. Pourquoi? Parce que le service, il est en maintenance. Donc, c'est une façon de travailler comme ça. On peut faire les tests sur les cookies, sur les headers, sur les paramètres de la requête, sur l'adresse IP du client. Vous pouvez dire, par exemple, si la remote adresse est de type tel, on voit la requête ici. Si c'est de type tel, on voit la vers cette destination. Donc, c'est ce qu'on appelle les prédicats.
Alors, la troisième caractéristique, c'est les filtres. Filters. Alors, pourquoi les filtres? Parce que généralement, une gateway, quand il reçoit la requête HTTP, il va d'abord vérifier les prédicats, les conditions s'ils sont satisfaites, et après, il va envoyer la requête vers la destination. Mais avant d'envoyer la requête vers la destination, il peut changer quelque chose dans la requête. Qu'est-ce qu'il peut modifier? Il peut ajouter un header, par exemple, add request header. C'est un filtre qui permet d'ajouter un header à la requête. Parfois, il se peut que la gateway doit ajouter un header qui contient le token d'authentification pour des raisons de sécurité. Parfois, il y a des choses qui se font comme ça. Ou bien, on peut ajouter un cookie ou là, un paramètre. Ou là, la même chose pour la réponse. Avant d'envoyer la réponse vers le client, on peut ajouter des headers, on peut ajouter des cookies, on peut supprimer d'autres headers, etc. Donc, on a les filtres. Les filtres, on a les modifications que la gateway va apporter à la requête avant qu'il l'envoie vers la destination. Donc, si je suis la gateway, vous m'envoyez des requêtes. Qu'est-ce que je fais? Je reçois la requête. Je dois d'abord savoir vers quelle destination je vais l'envoyer. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? Les prédicats. Je vais vérifier le path wadak, etc. La méthode get, etc. C'est les prédicats. Une fois que je sais vers quelle destination, avant d'envoyer la requête, je vais regarder d'abord les filtres. Et les filtres, qu'est-ce qu'ils me permettent de faire? C'est d'indiquer, voilà, je dois ajouter un header, je dois ajouter un paramètre, là, des choses comme ça, ou bien je dois réécrire les URL, parce que parfois, l'URL qui est envoyée par le client et celle qui va être envoyée par la gateway vers le microservice ne sont pas les mêmes. Donc, il doit modifier les URL, etc. Alors maintenant, on va essayer de voir comment configurer la gateway de manière statique. Comme ça, on va comprendre le principe. Et après, on va voir comment la configurer de manière dynamique. Oui? Est-ce qu'on peut sécuriser le gateway? Oui, en fait, c'est la sécurité. Quand vous sécurisez un microservice, vous pouvez sécuriser également la gateway. Donc, ce qui fait la sécurité, je préfère que tu la gardes parce qu'il y a tout un chapitre qu'on va faire sur la sécurité. Et après, vous allez comprendre que sécuriser une gateway, sécuriser un microservice, ça fait partie des choses que vous devrez faire. C'est-à-dire, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas c'est-à-dire quand vous voulez sécuriser une architecture microservice, il ne suffit pas de sécuriser la gateway pour dire ça y est, je suis en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que si je sécurise la gateway que je suis en sécurité. Non, il faut d'abord sécuriser les microservices indépendamment de la gateway. Et après, vous sécurisez la gateway. Parce que parfois, si la sécurité, vous l'imposez que pour la gateway, le problème, c'est qu'il y a des attaques internes. Donc, c'est-à-dire, sans passer par la gateway, il y a des services internes qui peuvent faire des attaques. Donc, ce qui fait, bon, la sécurité, c'est un problème. Ce n'est pas un problème, c'est un challenge pour lequel on va essayer de voir les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on utilise, l'authentification en O2, OpenID Connect, bon, tout ça, c'est Keycloak. Il y a des choses qu'on va faire après. D'accord, merci. Mais ce qui est bien, c'est Spring. C'est l'inversion de contrôle. L'inversion de contrôle, permettre aux développeurs de se concentrer sur le métier et laisser le technique pour le faire. Vous voyez, donc la sécurité, je ne suis même pas obligé de penser à la sécurité. Une fois que je termine, ben, je vais dire je vais sécuriser. Donc la sécurité, c'est quelque chose, c'est un aspect technique qu'on peut ajouter indépendamment du code que vous allez écrire, bien sûr. Alors, on revient vers notre application et on va essayer donc de configurer la gateway de manière statique. Alors, si vous voulez configurer une gateway de manière statique, vous pouvez le faire dans le fichier Application Properties, quand vous le faites. Mais le fichier Application Properties n'est pas pratique pour, parfois, quand vous avez une configuration qui est plus complexe. Alors, pour cela, au lieu d'utiliser le fichier Application Properties, on va utiliser application.yaml. Le format YAML, c'est le format le plus utilisé, le plus courant, le plus préféré généralement pour configurer les applications. Et sachez que Spring Boot peut être configuré soit en utilisant Application Properties, soit application.yaml, ou bien les deux. Je vais garder les deux. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler application.yaml.
YML. Alors, si vous voulez donc configurer la gateway, vous allez utiliser Spring entrée. Vous voyez donc qu'il y a une tabulation. Parce que le format YAML, c'est comme ça. À chaque fois, il faut faire une petite tabulation de caractères. Spring Cloud Spring Cloud Gateway Routes. Les routes. Alors, dans les nouvelles versions, il ajoute MVC, routes, donc les routes. Donc, maintenant, et quand vous arrivez aux routes, vous allez spécifier les différentes routes. Alors, chaque route, on va lui donner son ID. ID. À quoi est égal ID de la route? Je peux l'appeler R1. L'IURI. L'IURI destination. Directement, c'est HTTP localhost. Le port, c'est 8081. L'adresse. C'est l'adresse de Customer Service. Donc, vous voyez donc l'IURI. Où est l'adresse du Customer Service? Et après l'IURI, vous avez les prédicats. Predicates. Alors maintenant, les prédicats que je vais utiliser pour tester. Donc, je vais utiliser PAT. Le prédicat PAT égale /customers /étoile avec 2 étoiles. Que signifie ça? Ça signifie que vous êtes en train de dire à la gateway, si tu reçois une requête qui contient /customers / quelque chose, envoie-moi la requête vers cette destination. N'est-ce pas? Oui. Il y a une base comme IPA. Oui. Alors, c'est ça le problème que vous allez rencontrer ici, c'est que normalement ici le path, vous pouvez dire par exemple /API. Dans notre cas ici, c'est /API /customer /étoile. Si par exemple, si la requête contient /API /customers, peu importe le reste, ben, la destination c'est ici. Ben, je fais la même chose pour... Alors, vous avez ici donc la config à peu près comme ça. Je vous le montre. Voilà. Vous voyez donc ici, ça c'est l'IURI, les prédicats, le path. Et après, je fais la même chose pour les autres. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas changé la syntaxe, mais en tout cas, c'est pas grave. Donc, on y arrivera. Donc, ici, encore ID. C'est R2 par exemple. L'IURI c'est quoi? HTTP localhost 2.8082. Et ici les prédicats. Predicates. Ici path égale. Alors path égale. Il y a une histoire des espaces qui parfois pose problème. Vous mettez égal comme ça, parce que ça c'est vraiment ici /API /products /étoile. Alors ici donc vous avez configuré les routes de manière statique. On va vérifier. Je démarre. Ah, c'est pas je démarre, mais je dois spécifier d'abord qu'est-ce que je veux démarrer. C'est gateway. Voilà. Alors, donc la gateway est démarrée. On va essayer de voir et si ça marche. Alors, si ça marche, maintenant, je vais parler à la gateway avec localhost. Quel est le port de la gateway? 8. Donc, je parle à la gateway. Je vais lui demander /API /customers. Donc, vous voyez, donc la gateway m'a répondu. Si je lui demande /products, j'ai les produits. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Maintenant, je viens de créer une gateway. Je ne connais plus les microservices. Ouais, donc, je connais que la gateway. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, je suis dans cette situation-là. Quand je vais taper /customers, j'envoie la requête, ben, il contacte Customer Service.
si je mets slash products, il contacte product service. Donc, c'est ce qui fait pour moi, donc ça y est, donc dorénavant, mon architecture microservice, je peux la contacter via la gateway. Alors, pour configurer la gateway, on peut faire ce fichier application YAML. Vous pouvez également faire ça dans le fichier application.properties. Mais si vous voulez le faire dans le fichier application properties, qu'est-ce que vous allez écrire? Regardez ce que vous allez écrire. Spring, la première ligne. Vous allez écrire Spring. Quoi? Cloud. Gateway. Roots. Mais roots, c'est un tableau. Donc, vous allez mettre roots de 0. Vous allez écrire quelque chose comme ça. Spring. Cloud. Gateway. Roots. Normalement, ici, c'est MVC. Add roots. Parce que faire de la version. Oui? Est-ce que le c'est la même chose pour Discovery? C'est le même mot? Discovery? Non. Non, la gateway, ça n'a rien à voir avec Discovery. Discovery. Le? La table de routage. Vous parlez de quel routage? De la gateway? Ben, la gateway, donc pour nous, le système de routage, ici, le système de routage, pour lui, c'est ça. C'est tout simplement un tableau dans lequel il spécifie les routes. Chaque route, il a un URI, les prédicats. Alors, Discovery, ça, c'est autre chose. OK? Mais il ne faut pas confondre avec le routeur de la couche physique, n'est-ce pas? Peut-être c'est ce que vous êtes... Non, ça, c'est autre chose. Parce que là, le routage au niveau application. Parce que HTTP, c'est-à-dire, je vais router les requêtes HTTP et non pas je ne suis pas en train de router les paquets. OK? C'est router une requête HTTP vers une destination. Alors, routes. Bon, il y a plusieurs routes, donc vous allez mettre de 0. C'est la première route. .id égale à quoi? R1. Et vous allez reprendre la deuxième ligne, vous allez reprendre tout ça. Ça, c'est 0. Quoi? URI égale à quoi? Égale à ça. Et vous allez reprendre encore ça. Predicate. Quel prédicat? C'est un tableau. Donc, si vous voulez le faire avec Application Properties, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour cela que le format YAML, c'est plus pratique. C'est clair? Clair? Alors, si vous voulez faire la configuration statique, vous pouvez la faire avec le fichier YAML. Vous pouvez la faire directement en créant un bin qui s'appelle route locator. C'est la même chose. Donc, vous faites route locator, vous déclarez un objet route locator builder, et vous mettez route, et pour chaque route, vous mettez path, et voilà l'URI. C'est-à-dire, si le path égale /customer /étoile, j'envoie la requête ici. S'il égale /product /étoile, j'envoie la requête. C'est la même chose. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez faire dans Application YAML, vous pouvez le faire avec la configuration Java. C'est bon? Mais tout ça, ça reste statique. Ça reste la configuration statique. C'est-à-dire quoi? On suppose qu'on connaît l'adresse des microservices. Mais dans la réalité, on ne connaît pas l'adresse des microservices. Vous connaissez que le nom du microservice. Donc, quelle est la solution? Ben, la solution, c'est Discovery. Donc, maintenant, il faut qu'on ajoute Discovery Service. Alors, Discovery Service, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre à chaque microservice de s'enregistrer. Donc déjà, il y a register. Et que la gateway, après, il n'aura pas besoin de connaître l'adresse, il a besoin de connaître que le nom du microservice. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais créer Discovery. Je vais créer un module que je vais appeler Discovery Service. Alors, j'utilise Java 21, c'est Maven. Alors, Maven, next. Alors, vous aurez besoin d'une dépendance, c'est Eureka Discovery, Eureka Server. Alors, en fait, Eureka Server, c'est quoi? Eureka Server, c'est l'une des implémentations de Discovery Service qui sont fournies par Netflix. Alors, pourquoi Netflix? Netflix, il se trouve que le premier qui a implémenté l'architecture microservice en utilisant Spring ou Netflix.
Et quand Netflix a a implémenté son architecture microservice, et quand les gens ont vu que c'est intéressant, c'est à partir de là que, en fait, c'est-à-dire toutes les grandes structures, ils ont vu que finalement, c'est la seule solution pour les systèmes de haute performance, c'est les architectures microservices. Et bien donc, c'est Netflix qui a créé Eureka Server, c'est lui qui a créé une gateway qui s'appelait Zool, qui n'est plus utilisée. Il a créé un service de configuration, tout ça, il l'a développé lui-même. Mais après, il est ouvert, c'est-à-dire sur les dépendances. Alors ici, donc, Eureka, c'est un discovery. Il y a un autre qui s'appelle Consul. Bah, après, ici, on va utiliser Eureka. Dans un autre TP, on va utiliser Consul. C'est tout. C'est la dépendance dont vous avez besoin. Ici, on va démarrer. On va créer le projet. Alors, maintenant, vous avez Discovery Service qui est créé. Eh bien, pour activer Discovery Service, c'est très simple. Vous allez vers l'application et vous ajoutez la notation Enable. Enable Eureka Server. Il faut activer. Et puis, vous allez spécifier, il y a une configuration, vous allez spécifier le numéro de port. Normalement, par défaut, c'est 8761. Sinon, il y a 3 propriétés que vous avez besoin d'ajouter dans la config. Elles sont là. Tout ça, c'est fait. Non. Voilà. Donc, il y a server port. OK? Le numéro de port, c'est par défaut, c'est 8761. Après, il y a Eureka Client Fiche Register égale à false. C'est pour dire à Eureka, ce n'est pas la peine de s'auto-enregistrer. Parce que quand il y a plusieurs discoveries, parfois il se trouve qu'il y a un discovery qui va s'enregistrer sur l'autre. C'est pour cela que si vous n'utilisez pas plusieurs discoveries, vous aurez besoin de ces deux propriétés, de les mettre à false. Eureka Client Register with Eureka false. Donc ça, c'est les trois choses que vous allez faire. Donc vous avez server.port, c'est 8761 par défaut, on va le garder. Eureka Client Fiche Registry. Alors, Eureka Client Fiche Registry, c'est false. Et la troisième, c'est Eureka Client Register with Eureka. Eureka Client Eureka.client Register with Eureka égale à false. Alors, si vous démarrez cette application, ce service-là, eh bien, vous avez un Discovery Service. Si vous allez vous taper localhost 8761, vous allez voir l'interface. Ça, c'est l'interface de Eureka Discovery. Qu'est-ce qu'il vous indique? Regardez. Il vous indique les instances qui sont enregistrées. Quels sont les microservices qui sont enregistrés? Pour le moment, il est vide. Pourquoi? Alors, si vous vous rappelez, on avait désactivé l'enregistrement des microservices. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir vers les microservices. Customer. On va vers le fichier plutôt Properties. Ici. Enabled maintenant. Discovery Enabled. On va mettre ici. True. OK? La même chose. Il y a une autre propriété qui est, c'est l'occasion de les définir, ils sont là. Il y a une autre propriété qui est très utile. Regardez, donc déjà, il faut mettre true, là. Il faut mettre management endpoint. Donc ça, on a déjà vu. C'est quoi ça? Ça, c'est Actuator, n'est-ce pas? Si vous voulez activer tous les endpoints de Actuator. Et vous avez ça, Eureka Client Service URL Default Zone. Par défaut, c'est quoi? C'est cette adresse. C'est-à-dire, vous indiquez au microservice par défaut, voilà où se trouve Eureka
discovery. Donc, c'est-à-dire, tant que vous travaillez en localhost, ça marche. Mais dès que vous travaillez sur plusieurs machines, c'est ce que vous allez faire par la suite, parce qu'à un moment donné, les microservices ne sont pas dans la même machine. Dans ce cas-là, il va falloir remplacer le localhost par l'adresse IP de la machine où se trouve. Ici, quand on va travailler avec Docker, on va mettre ici le nom du conteneur. C'est le nom du conteneur Docker qu'on va mettre généralement dans la config, mais c'est bien de le préciser. La deuxième, c'est Eureka Instance Prefer IP Address égale à true. Pourquoi? Parce que par défaut, quand un microservice s'enregistre, il s'enregistre avec son nom, le nom de la machine. Il ne s'enregistre pas avec l'adresse IP. Donc, si vous souhaitez qu'il s'enregistre avec son adresse IP, ce qui se fait généralement en production, il faudrait avoir cette propriété-là. Je vais les ajouter. Donc, Eureka Client Service URL Default Zone. Eureka Client Service alors Eureka Client Service URL, oui. Donc service URL Default Zone. Alors maintenant Default Zone, il va falloir l'écrire comme ça, point Default Zone. Default Zone Z majuscule. Alors quoi est égal à la valeur? La valeur c'est HTTP localhost. Elle dit normalement, même si vous ne la mettez pas, il y a une valeur par défaut. C'est localhost. Localhost, quoi? C'est 8761/Eureka. Voilà. Bon, ça c'est utile. Et l'autre c'est Eureka Register Instance Prefer IP Address. Instance. Donc, instance prefer IP address égale à true. Donc, vous voyez, donc tout ça, c'est pour les trois propriétés, c'est pour quel service? C'est discovery. Après, vous allez voir la même chose pour le service de configuration. On a besoin de savoir où se trouve le fichier de configuration, plutôt le service de configuration, etc. Alors, je fais ça, CTRL-C, et je fais la même chose dans Inventory Service. Ici. Je fais la même chose dans Gateway. Ça c'est Cloud. Voilà, c'est ça. Et là, je dois redémarrer mes services. Alors pour les redémarrer, donc je vais, si vous voulez, vous pouvez faire toujours default stop all. J'arrête tous les services. Et après, je vais commencer à démarrer un par un. Le premier que je vais démarrer, c'est quoi? C'est Eureka. Alors vous allez commencer maintenant à sentir que ça devient trop lourd. Je démarre Eureka manuellement, ça commence à être lourd. Mais après, c'est Docker, c'est Kubernetes, c'est après, à un moment donné, c'est ça l'intérêt de ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'au début, vous allez faire tout manuellement. Alors, je démarre Inventory, plutôt Discovery Service d'abord. Ensuite, je vais démarrer Customer Service. Ensuite, je vais démarrer Inventory Service. Ensuite, je vais démarrer Gateway. Gateway, généralement, c'est la dernière parce que la Gateway ne dépend pas d'autres services. Mais par contre, s'il y a un service de configuration, le premier qu'on démarre, c'est le service de configuration. Parce que tous les services ont besoin de contacter le service de configuration. Alors maintenant, si vous regardez ici, en principe, regardez, vous voyez les services qui sont enregistrés. Il y a Customer Service qui s'est enregistré, il y a Gateway, il y a Inventory. Alors maintenant, du moment que les services sont enregistrés,
eh bien, on peut configurer notre gateway ici, plutôt dans la gateway. Je n'ai plus besoin de mettre ici l'URL, ce n'est plus l'adresse. On va mettre LB, 2 points, LB, 2 points, double slash, et vous mettez le nom du microservice. Comment il s'appelle ce service? Customer service. C'est comme si vous lui dites, quand c'est slash customer, envoie-moi la requête vers ce service. Donc, automatiquement, la gateway va encore contacter Discovery pour récupérer l'adresse. Alors, ici, donc, je fais la même chose ici. Je vais faire LB, inventory. Alors, il faut faire attention parce que les noms des microservices ici, il faut les mettre en majuscule. Alors, pourquoi d'ailleurs, vous l'avez constaté? Parce que Eureka, par défaut, il enregistre les noms, il les enregistre en majuscule. Alors, inventory service. On va tester. Qu'est-ce qu'on va redémarrer ici? C'est la gateway. Donc, il y a la gateway. Alors, on va tester notre gateway. Si il marche maintenant. Slash product. Si vous voyez, ça marche. Slash API slash customers. Ça marche. Donc, ici, maintenant, nous avons implémenté cette architecture-là. C'est celle-là. C'est que quand vous envoyez la requête, la gateway, il connaît le nom, il contacte Discovery, il récupère l'adresse, et après, il contacte le microservice. C'est clair? Maintenant, qu'est-ce qui reste? Tout ça, c'est statique. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau service, il faut l'ajouter dans la route. Il nous reste maintenant le dernier, comment faire la configuration dynamique. C'est très simple. Et ça serait la dernière et je vais vous libérer. Alors maintenant, pour la partie comment configurer le système de routage de manière dynamique. Voilà ce qu'on va faire. C'est que d'abord, il y a d'abord une remarque qui est très importante concernant en fait Spring Cloud Gateway. Ça concerne justement, si vous regardez les dépendances, donc vous allez voir que la dépendance que nous avons choisie, c'est Gateway MVC. Bon, il se trouve que dans la nouvelle version les nouvelles versions de Spring Cloud, en fait, il y a deux versions de Gateway. Donc, on n'a pas fait attention à ça. Donc, c'est un élément important. D'ailleurs, si on revient vers les dépendances, si vous cherchez dans start.spring.io, si vous ajoutez des dépendances et si vous cherchez Gateway, donc vous allez trouver, il y en a deux. Il y a donc en fait Spring Cloud Gateway, la plus ancienne, c'est Reactive Gateway. Donc c'est une gateway qui est basée sur Spring Reactive. Donc ça c'est la plus utilisée, c'est celle qui est en production en tout cas. Et la nouvelle gateway qui est basée plutôt sur servlet, sur les servlets classiques, c'est-à-dire en utilisant donc le conteneur classique de Spring MVC. Donc vous avez deux versions. Alors pourquoi tout simplement Spring en fait a ajouté donc cette version là? Parce qu'à partir de Java 21, on peut utiliser les virtual threads. Donc ce qui signifie que en principe donc avec la notion de virtual threads, on n'est pas obligatoirement, on n'est pas obligé d'utiliser donc en fait la version avec les entrées sorties non bloquantes pour développer en fait une gateway qui est aussi performante que Reactive Gateway. Mais en principe, donc celle qui est vraiment qui est connue, qui est en production, qui marche très bien, déjà donc c'est Reactive Gateway. Alors la nouvelle, c'est pas en fait, vous pouvez l'utiliser, donc il faut la tester, voir un peu en production qu'est-ce que ça donne. Mais en tout cas, les deux fonctionnent très bien.
Donc pour continuer donc la partie donc de notre gateway, donc je vais d'abord revenir sur cette gateway, c'est-à-dire Reactive Gateway. Donc alors que dans les dépendances on avait sélectionné donc gateway. Alors comment on peut changer? Donc d'abord on va changer la dépendance, c'est-à-dire dans le fichier POM XML, vous voyez ici la différence, c'est que celle-là donc c'est gateway MVC, alors que celle qui est réactive, donc il n'y a pas de MVC. Donc on va supprimer MVC, on actualise, et donc en fait la forme déjà du fichier application YAML doit changer, parce qu'il n'y aura plus ce MVC là. Donc vous allez en quelque sorte supprimer le MVC, mais il va falloir décaler le tout, parce qu'en fait il y a Spring Cloud Gateway. Donc on va éliminer ce MVC, c'est ce qui fait la différence, mais pour le reste c'est la même chose. Donc ce qui fait, comment on va faire, donc on va essayer de supprimer ce MVC là, mais après il va falloir décaler de 2 caractères chaque, plutôt, donc ça c'est gateway, root, ça, à chaque fois il y a 2 espaces. C'est bon. Non, il n'y a pas de tiret ici, donc c'est pat. Voilà, c'est comme ça. Décalage, voilà. Donc il fallait juste supprimer un espace et tout. Donc voilà, déjà on revient vers Reactive Spring Cloud Gateway. Donc si vous démarrez à nouveau vos services, donc on va démarrer Discovery. Donc j'ai arrêté le tout, stop all, je redémarre. Donc on va démarrer Discovery Service, je pense que voilà. Donc je redémarre Discovery Service. Vous pouvez également le faire au niveau de service ici, plutôt, donc c'est au niveau des services. Donc je vais démarrer Discovery Service en premier lieu. Ensuite je démarre Customer Service. Je démarre Inventory Service. Et je démarre Gateway Service. Donc déjà on revient sur cette forme là statique. Normalement si vous faites localhost 888/API/customers directement, API/customers, API/customers, il y a une erreur ici. Alors déjà si on fait 81/API/customers, donc là ça tient. Alors au niveau de la gateway, qu'est-ce que nous avons? Alors ça c'est Customer Service, donc là il n'y a pas de problème. API/customers, API/products. Alors il n'y a pas ce tiret là, je pense. Alors au niveau de la gateway, je redémarre. Alors 8888/API/customers. Oui, c'est bien ça.
Donc vous voyez ici donc dans la forme de Reactive Spring Cloud Gateway, donc il n'y a pas de tiret ici, donc ça c'est la forme en principe de configuration. Si vous mettez /API/products, ça va marcher. Voilà. Alors là, donc ça c'est la première remarque. Donc on revient sur l'utilisation de Reactive Spring Cloud Gateway, qui est basé sur un serveur Netty. Et d'ailleurs, vous pouvez le remarquer. Au niveau de la Gateway, vous allez voir qu'il y a un serveur Netty qui est démarré. Voilà. Ça, c'est Spring Reactive. Alors, ça, c'est la première des choses. Donc, voilà. Donc, il faudrait s'assurer que vous êtes en train d'utiliser donc ces Spring Cloud Starter Gateway et non pas MVC, parce que si vous utilisez MVC, et ça il va falloir changer pas mal de choses dans votre configuration et la façon de créer le système de routage dynamique. C'est pas la même chose. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, le système de routage statique, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une configuration dynamique. Alors pour cela, donc je vais carrément ignorer cette configuration. Je vais renommer ce fichier là, refactor rename. Je vais supprimer, donc je vais l'appeler a.yaml, donc comme quoi c'est ignoré. Donc ce fichier là maintenant il n'est plus pris en considération. D'ailleurs, si vous redémarrez la gateway, il va plus connaître les routes en principe. Donc je redémarre la gateway. Si vous tapez ça, ça devrait vous retourner 404, donc elle ne reconnaît pas cette route. Alors maintenant, on va configurer les routes de manière dynamique. Alors pour cela, il suffit de créer un bin dans la configuration, dans une classe de configuration ou bien dans l'application, qui s'appelle donc c'est Discovery Client Route Definition Locator. Alors cette classe là n'existe pas dans c'est-à-dire dans le Gateway MVC, donc c'est-à-dire qu'il est traité d'une manière différente. Alors on va créer une méthode qu'on va appeler Locator et on va retourner tout simplement un objet de type Discovery Client Route Definition Locator. Alors cet objet là il reçoit deux paramètres, Reactive Discovery Client, et le deuxième c'est Discovery Locator Properties. Donc on va les injecter ici, Reactive Discovery Client RDC, et le deuxième paramètre c'est Discovery Locator Properties, Discovery Locator Properties, et puis donc on va les transmettre à cet objet là, RDC et DLP. C'est tout. Alors maintenant, si vous créez ce bin là, vous redémarrez la gateway. Alors si vous redémarrez la gateway, donc vous allez... Qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, cette gateway, plutôt cette configuration, elle suppose quoi? Il suppose qu'à chaque fois que vous appelez la gateway, il faut d'abord spécifier le nom du microservice. Par exemple, ici, le service s'appelle Customer Service. Changer ici. Donc je dois mettre Customer Service. Pour le moment, c'est majuscule parce que si vous l'avez remarqué dans le Discovery Service, c'est-à-dire dans 8761, les services ils sont enregistrés les noms des services sont enregistrés en majuscule, donc je dois préciser Customer Service majuscule et après ce que je veux /API/customers. Vous voyez ici donc ça marche. Alors si je veux par exemple contacter plutôt Inventory Service, j'écris Inventory Service, Inventory Service /API/products. Products /1 il n'y a pas de... Non, products. Alors, Inventory Service, il y a un S en plus. Voilà. Donc, si vous mettez products /ID, alors tout ça, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Donc
voilà, donc ça c'est maintenant, l'avantage c'est que maintenant nous avons un système de routage dynamique, c'est-à-dire à chaque fois qu'on ajoute un microservice, bah, on n'aura pas besoin de que vous créez un microservice, vous lui donnez un nom X, et si vous voulez accéder à ce service-là via la gateway, vous tapez tout simplement X / ce que vous voulez et vous demandez au service, par exemple, l'action que vous voulez faire. Et ça marche parce qu'en fait, ce bin-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire Discovery Client Route Definition Locator, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à chaque fois qu'il reçoit une requête, bah, il regarde, par exemple, ici Customer Service / Customers, il va d'abord vers le premier path de l'URL, il récupère le nom du microservice. Ensuite, il contacte Discovery Service, il récupère l'adresse et après, il envoie le reste du path. Il envoie la requête vers le reste du path, vers l'adresse du microservice et après, ça répond. Donc, vous voyez, donc ça marchait, pas de souci. Donc voilà, donc ça c'est comme ça qu'on va configurer le système de routage de manière dynamique. Alors maintenant, ce qui dérange, c'est que le fait d'être obligé d'écrire ce nom en majuscule, il y a un moyen de configurer la gateway pour lui demander, c'est-à-dire de prendre en charge le nom du service en minuscule. Ça veut dire ce qu'il va faire, c'est que à chaque fois qu'il reçoit le nom du service, il va le convertir en majuscule avant de l'envoyer vers Discovery Service. Alors pour cela, donc il faut juste aller vers le fichier Application Properties de la gateway et après vous ajoutez cette propriété là. Alors c'est Spring Cloud Gateway, Spring Cloud Gateway. Alors Spring Cloud Gateway, Spring Cloud Gateway Discovery Locator. Voilà, lowercase service ID. Vous mettez égal à true. Voilà, c'est celle que j'ai mis ici en commentaire. Donc si vous mettez ça égal à true, donc si vous redémarrez le service, alors ce qui va se passer, c'est que maintenant on n'aura plus besoin. Je vais changer le navigateur parce que là sinon, alors je vais taper maintenant ça en minuscule, customer service /IPS /customers. Vous voyez donc cette fois-ci ça marche. Donc ça s'y pose maintenant. C'est d'ailleurs, si la réalité c'est que dans les URL, souvent dans la pratique courante, on met pas des majuscules. Donc maintenant, les noms des services, on peut les écrire en minuscules et toutes les URL en minuscules et ça marche bien. Donc ici, donc je consulte un customer, etc. Voilà. Alors donc ça c'est le. Donc voilà. Donc ça c'est la première partie. Donc je répète. Donc nous avons créé Customer Service. Qui utilise le port 8081. Vous avez Inventory Service qui utilise le port 8082. Ensuite, nous avons utilisé Spring Cloud Gateway, Reactive Spring Cloud Gateway, si vous voulez être un peu plus précis. Donc, basé sur le serveur Netty. Et puis, donc, nous avons configuré le système de routage statique d'abord. Ensuite, nous avons démarré Discovery Service, Eureka Discovery Service. Alors, Eureka Discovery, donc c'est l'une des implémentations de Discovery, mais après il y a une autre implémentation qu'on va voir dans les prochaines activités pratiques, c'est Consul, qui est plus utilisé, qui est plus conseillé généralement en production. Et il a d'autres avantages, mais en tout cas, ça c'est une solution qui a marché depuis très longtemps. Et donc voilà. Donc on va l'utiliser dans un premier temps parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent Eureka Discovery, donc forcément vous aurez besoin de savoir utiliser les deux. Et puis nous avons vu comment configurer le système de routage de manière dynamique. Donc c'est ce que nous avons vu pour le moment. Alors la prochaine fois nous allons voir comment créer Billing Service. Alors dans Billing Service c'est un peu différent. Pourquoi ? Parce que nous allons voir que, par exemple, ici, on va gérer des factures et une facture appartient à un client et une facture contient plusieurs product items.
et chaque product item contient, il est lié à un produit. Donc ça veut dire qu'ici, nous aurons besoin de voir comment on gère la relation entre des bases de données distribuées. Parce qu'ici, donc, il y a une base de données qui permet de gérer les customers. Ici, il y a la base de données qui permet de gérer les produits. Et là, on va gérer les factures. Et les factures, forcément, ils sont liés aux customers et aux produits. Et nous allons voir comment faire cette communication en utilisant donc OpenFine, donc qui est une dépendance, un framework déclaratif qui permet de créer facilement ce qu'on appelle des clients REST. Et vous allez voir, ça c'est quelque chose qu'on peut résoudre facilement. Et comme ça, on peut intégrer toute l'application par la suite en ajoutant le service de configuration. Donc ça veut dire que la prochaine fois, donc, on aura l'occasion de revenir sur Billing Service et voir comment gérer les relations entre les microservices, la communication, REST en tout cas. Et puis en même temps, nous allons intégrer le service de configuration. Et comme ça, on aurait complété donc cette architecture. Voilà ce qui concerne cette partie pour le moment. Et donc je vous demande de travailler ça pour la prochaine fois. Et donc la prochaine fois, donc on aura l'occasion de parler, donc de voir si vous avez des problèmes et si vous avez pu implémenter cette partie là. Comme ça on pourra passer à la partie suivante, avant donc de voir comment travailler avec Docker, donc comment créer des conteneurs, comment utiliser Docker Compose pour déployer l'application. Et donc ça sera donc la dernière partie de cette activité pratique avant de passer à une autre activité pratique dans laquelle on aura intégré donc la sécurité avec les standards O2, Keycloak. Et donc voilà, donc on aura l'occasion d'intégrer un broker Kafka. Donc on va ajouter pas mal de choses, mais ça sera dans le cadre d'une autre activité pratique dans laquelle on va développer pas mal d'autres concepts qui sont importants. Voilà, donc bonne soirée et donc à une prochaine fois.